Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Valentin Calipel, chargé de mission du laboratoire de cyberjustice et qui aussi appartient au Centre de recherche en droit public. Et j'excuse le professeur Karim Benyakef, qui était à l'origine de l'invitation de cette conférence et de ce cycle, celui de la chaire Letsum. Et je vous présente aujourd'hui notre conférencière invitée, Asma Mala, qui, je le présenterai rapidement, est une spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech, des technologies. Madame Mala est membre du LAP, le laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS. Donc, si je ne m'abuse, c'est l'Institut des hautes études en sciences sociales en France, et enseignante à Columbia, Sciences Po et à l'École polytechnique. Ses travaux portent notamment sur les nouvelles formes de pouvoir et de puissance entre États et géants technologiques, les formes démocratiques et de gouvernance des réseaux sociaux, les dimensions géopolitiques et idéologiques de l'IA et la souveraineté technologique. Aujourd'hui, Madame Mala va s'entretenir avec vous pour à peu près 1 heure et demie dans un format qui est susceptible d'évoluer, que ce soit sous la forme de questions-réponses ou en tout cas de présentation de ses travaux. Je vous cède la parole et bienvenue ici. Merci beaucoup. Merci pour la présentation et merci de m'accueillir. Je suis absolument ravie d'être au Canada parmi vous. Alors, je ne me suis pas complètement acclimatée, donc je garde encore pour l'instant l'anorak, mais j'enlèverai en cours de route. Je pense que notre discussion m'échauffant, ça se passera, mon acclimatation se passera beaucoup mieux. Merci beaucoup pour l'introduction et la présentation. J'ai absolument rien à ajouter à ça, si ce n'est que, simplement pour m'assurer et pour repréciser, c'est toujours cette question, d'où parlez-vous? D'où je parle? C'est toujours important et c'est très important sur des questions qui émergent comme celles qu'on va évoquer ce soir et qui sont sujettes à polémique, à des champs d'expertise qui peuvent se livrer des guerres de chapelle, etc. Donc, d'où je parle, moi, des sciences politiques essentiellement. D'accord? Donc, c'est vraiment ça mon prisme d'attaque des questions technologiques en général, de la question de l'intelligence artificielle, il se trouve en particulier. Et donc, les questions de droit ou de data science, qui sont absolument immédiatement impactées, sont moins dans mon champ immédiat, bien qu'on pourra toujours en discuter avec plaisir. Ça, c'est la première chose que je préfère préciser d'emblée, d'où je parle, plutôt des sciences politiques. Donc la question qui m'a été posée ce soir, c'est intelligence artificielle, enjeu de pouvoir, de puissance, et de certaine façon, les questions de souveraineté. Je viens de France, donc je vais avoir une lecture très européenne, mais pas exclusivement, notamment sur les questions de souveraineté d'ailleurs, davantage, qui sont extrêmement brûlantes en Europe. Donc, sur la question de l'intelligence artificielle, peut-être pour commencer, de quoi on parle quand on parle d'IA? Et je pense que c'est peut-être la meilleure façon d'entamer ce sujet-là, parce qu'on entend énormément de choses autour de ce concept, et je dis bien concept, et qu'il faut toujours prendre soin de détricoter et de comprendre. Et donc, je reprendrai une expression de Luc Julia, qui est un scientifique français, à qui on attribue l'une des inventions, ou en partie, Siri, et qui dit que l'intelligence artificielle n'existe pas. Et je dois dire que je suis de cette école, ou de cette obédience, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit l'IA n'existe pas? On pourrait se dire, l'IA n'existe pas, au revoir et merci, la conférence est terminée. Mais non, c'est un peu plus subtil que ça. C'est l'IA comme concept, c'est-à-dire comme espèce de production technique, technologique, globale, totale, vraiment as a concept, en effet, n'existe pas. En fait, vous avez des intelligences artificielles. Et plus exactement du point de vue du droit, en France en tout cas, on appelle ça des systèmes algorithmiques. On n'appelle pas ça IA directement. Et donc, c'est très intéressant parce que la terminologie, la façon dont on nomme un phénomène, un objet, quelque chose, détermine aussi sa perception. Et tout d'un coup, si on parle davantage de système algorithmique, on comprend peut-être un peu mieux ce dont on parle en réalité. Et si on prend une perspective historique, l'intelligence artificielle, deuxième élément, n'a absolument rien de nouveau. On a systématiquement l'impression de redécouvrir l'eau chaude ou la poudre à chaque innovation. En réalité, si vous vous souvenez bien,
La vague d'avant, où on avait eu exactement les mêmes débats, dans exactement les mêmes termes, c'était en 2017, 2016-2017. Parce que vous aviez eu le Deep Go, je crois, le jeu de Go, où vous aviez un champion mondial qui avait été battu par une IA. Et puis, si on remonte encore un peu plus dans le temps, 1997, c'était Kasparov qui était battu par une IA. Et donc, les mêmes questions. Les IA, l'IA va détruire l'humanité, va surpasser l'intelligence humaine, c'est la fin, c'est le risque pour l'humanité, le fameux risque X. On appelle ça maintenant le risque X, c'est-à-dire où tout d'un coup, vous allez avoir des IA super intelligentes qui vont potentiellement se retourner contre l'humain à des fins malveillantes, disons. Et puis tout le lot de questions politiques, la fin du travail, la fin des hommes, la fin du progrès. Bref, d'une certaine façon, ces trois séquences sur 20 ans, un peu plus, recyclent systématiquement les mêmes débats, les mêmes questions. Mais en fait, si on se penche sur la façon dont on narre, dont on construit ces narrations, on se rend compte que ce sens de la catastrophe, la narration de la catastrophe, c'est une version extrêmement laïque de l'Apocalypse. Et de ce point de vue, ça n'a strictement rien de nouveau. Et même si on continue un peu ces parallèles-là, parce qu'ils sont intéressants, parce qu'ils remontent d'une certaine façon très très loin dans le temps. C'était tous les débats ou toutes les discussions qu'on a vues, toutes ces inventions sur le golem, une création humaine qui tout d'un coup a caractère divin, mais dont on perd le contrôle et qui, elle, prendrait les rênes, hypothétiquement, de notre destinée. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que entre notre histoire immédiate, notre histoire avec un grand H tout court, ce sont toujours, qu'elles soient laïques ou de couleur religieuse, ce sont toujours les mêmes questions qu'on se pose. Et ce sont toujours les mêmes frayeurs qu'on se fait. Et pourtant, on recommence. Ce qui est en train de se passer autour de l'IA, c'est à peu près ça. Et je vais donc taper la question, ou traiter la question, le point d'entrée de la question de l'intelligence artificielle, probablement par l'angle idéologique d'ailleurs, parce que c'est ça qui est en train de se jouer, ou que je trouve moi le plus intéressant en réalité, ou le plus stimulant intellectuellement. C'est comment, systématiquement, on répète, on se pose les mêmes questions, on répète les mêmes schémas, les mêmes. L'intelligence artificielle, donc, si on continue à essayer de définir ce dont on parle, c'est aussi un domaine scientifique de recherche fondamentale qui n'a, lui aussi et là encore, strictement rien de nouveau. C'est pas tout d'un coup, parce qu'on a des IA génératives, ChatGPT en tête, que quelque chose est apparu de façon miraculeuse. Pas du tout. Les premières traces, alors si vous avez des experts de l'histoire de l'IA, vous m'arrêtez, mais c'est de mémoire 1943. Et c'est un article de McCulloch Pitt, scientifique, qui essayait finalement de reproduire le fonctionnement du cerveau et nos réseaux par des équations mathématiques, en les modélisant. 1943. Et puis 1950, 7 ans plus tard, Alan Turing, qui se posait sa question existentielle de savoir si une machine, un robot, un ordinateur, plus exactement d'ailleurs, serait capable, donc une production humaine, de reproduire d'une certaine façon l'intelligence biologique ou humaine, avec des questions existentielles vertigineuses. C'est quoi l'intelligence? C'est quoi l'intelligence biologique? Et d'ailleurs, à ce jour, ce sont des questions qu'on se pose encore, essayer de circonscrire exactement ça. C'est très important de se poser cette question-là ou sous cette forme-là parce que dans les récits qu'on a aujourd'hui, et je parle bien de récits importés de la Silicon Valley directement, c'est précisément ça qu'on essaye d'installer dans le débat public et dans les opinions publiques, ou dans sa fabrique, dans leur fabrique. C'est que tout d'un coup, on aurait des IA, des intelligences artificielles, ce qu'on appelle même en fait des super intelligences, on ne parle même plus d'IA, des super intelligences qui
qui auraient une conscience. On essaie aussi de développer aujourd'hui dans les modèles la reproduction d'émotions, des émotions humaines, et qui seraient capables de surpasser la cognition humaine et donc d'avoir une autonomie en propre. Avec toujours cette question de la conscience. En essayant donc de définir de façon précise et en réduisant ce qu'est l'intelligence biologique, avec toutes ses dimensions, émotionnelles, cognitives, rationnelles. Ce narratif-là, qui vient de la Silicon Valley, et plus exactement des technologues de la Silicon Valley, avec en tête Elon Musk, Sam Altman et tout un tas d'autres, on y reviendra peut-être, mettent en musique, mettent en scène ces questions-là pour, et là je vous apporte une grille de lecture très personnelle, une gouvernance, non pas de la peur, quoique c'est là-dessus qu'il joue en réalité, mais de la prostration. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est figé devant quelque chose qui nous est présenté comme supérieur, incontrôlable, irrattrapable, et qui prendrait le contrôle d'à peu près tout, le travail, l'éducation, nos cerveaux, notre futur. En fait, de quoi on parle quand on parle d'IA? De système algorithmique au pluriel, avec plein d'usages, un champ de recherche fondamentale qui devient parfois de la recherche appliquée, et vous avez plein d'usages différents. Donc, quand on vous parle d'IA, demandez-vous toujours de quelle IA on parle, de quoi on parle exactement. Et vous allez voir que tout d'un coup, le pas de côté vous permet de démystifier un tout petit peu le discours autour. Ça, c'est un. Et deux, sur la question des IA génératives en particulier, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait, et pas des IA ou de l'IA. Je parlais d'une gouvernance par la peur et la prostration, parce que c'est ça qui fait qu'on a un effet de sidération qui empêche de penser les choses. Ce faisant, qu'est-ce qui se passe? On parle beaucoup de ça. On parle non-stop de ce sujet-là. Et en fait, vous créez artificiellement une vague de buzz, une vague de hype, très très à la mode, ce qui permet derrière non seulement de développer des usages, donc le marché économique avec une rentabilité, avec des exigences de rentabilité, mais aussi les levées de fonds. Et là, ça devient encore plus intéressant parce que dans ces nouveaux modèles, vous avez cette jonction pratiquement pure et parfaite, sans couture, entre idéologie, ces narrations procèdent de l'idéologie ou d'idéologie au pluriel, l'altruisme efficace, le long-termisme, le transhumanisme, l'accélérationnisme, je vous les détaillerai, hein. Et puis avec des groupes et des obédiences différentes en fonction des uns des autres. Et parfois, d'ailleurs, les lignes de clivage entre ces différentes, disons, ces différents courants sont parfois très ténues, sont pas toujours très claires à délimiter. Mais toujours est-il que vous avez les lectures idéologiques, mais qui viennent se compléter directement par une lecture purement économique. OpenAI a prévu de lever 100 milliards de dollars dans les quelques années qui viennent. Les chiffres sont absolument extraordinairement faramineux. Donc, plus vous procédez de cette vague de mode, plus on parle de vous, plus d'une certaine façon, vous levez des fonds. Et plus on a l'impression qu'on a une innovation extraordinaire, plus dans vos pitchs, vous allez lever des fonds. On est bien d'accord avec ça. Donc, c'est bien cette jonction entre idéologie, et en réalité, moi, j'appelle ça le triptyque des big tech, parce que mon champ de recherche à Montréal, ce sont les géants technologiques et ces entités hybrides et ce qu'ils représentent. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois des entreprises privées, et ils sont nés d'abord comme ça, des boîtes privées, des startups qui rendent des comptes au marché ou pas quand elles sont sorties de la côte comme X plus tard. Mais elles ne sont pas que ça. Et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est leur évolution dans le temps. Elles sont aussi des entités idéologiques
politiques, Musk avec Twitter, les politiques de modération de Zuckerberg en temps de guerre ou en temps de paix. Elles sont des entités géopolitiques. Elles possèdent, elles conçoivent des infrastructures aujourd'hui géopolitiques. Et enfin, des acteurs de la guerre, des acteurs militaires. Microsoft en cyberdéfense, Starlink en Ukraine. Donc, on assiste à quelque chose d'inclassifiable selon nos catégories ou nos représentations anciennes, de l'ancien monde. Qu'est-ce qu'on nous racontait dans le monde d'avant, qui est toujours celui qui perdure, mais qu'il va falloir qu'on mette à jour d'une certaine façon. Dans nos anciens paradigmes du XXe siècle, j'entends, c'est-à-dire ceux qu'on a hérités du XIXe. Qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle? Et vous allez voir qu'en fait, l'histoire réellement se répète. Mais que simplement, on perd le sens de l'histoire, et donc on perd le sens de la mémoire. C'est pile la chose qu'il ne faut pas perdre, pour ne pas se laisser happer par ces vagues de narration. 19e siècle et révolution industrielle, 1-2. Qu'est-ce qu'on installe au 19e? Et c'est là où j'aurais bien aimé avoir le format numéro 2. Mais enfin bon, je vous réponds. Je m'auto-réponds. Production, consommation, c'est les prémices, c'est le lancement. Production, consommation de masse. Au XXe siècle, on va entériner la chose. Production, consommation de masse, éducation média de masse, démocratie de masse. Top-down, vertical, de 1 vers la masse, 1 vers le peuple. On appelle ça comme on veut. Avec toutes les institutions de régulation, de réglementation, l'architecture de la démocratie, l'architecture de l'État, de droit, selon ces paradigmes-là. Et puis arrive le tournant, allez, 2000, allez, moi je le mets à 2007, 2006-2007. L'avènement, la démocratisation des réseaux sociaux. Et là, on s'est dit, tiens, l'utopie initiale d'Internet, youpi, on va avoir des réseaux qui horizontalisent la parole, ça va être la super démocratie, ça va être génial. Et puis on y a cru, parce qu'il y a eu les révolutions arabes. On s'est dit, tiens, ça va être un outil d'empowerment, d'empouvoirment de la société civile, ou en tout cas des communautés qui veulent faire valoir leurs droits. Et en fait, ce n'est pas du tout ce à quoi on a assisté, à part quelques expériences à droite à gauche. Ce dont on a assisté, c'est précisément ça, l'émergence de géants technologiques qui sont ces entités inclassifiables et hybrides et qu'on a tendance à rejeter, à haïr, à détester d'emblée parce qu'elles n'entrent pas dans nos catégories. Nos catégories, la société de masse, qu'est-ce qu'elle nous disait d'un point de vue du récit démocratique? C'était la séparation. La séparation de quoi? Du public et du privé, du civil et du militaire, du vrai et du faux, du réel, du virtuel. Et c'était très clair et ça fonctionnait assez, je dois dire. Dans nos représentations, dans nos imaginaires politiques, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et donc, les big tech, qui sont les concepteurs de l'intelligence artificielle dont je parle, tout ça fait système, tout ça fait sens, hein. Enfin, en tout cas dans ma tête. Vous m'arrêtez si ça devient un peu abscon ou ce qu'il y a dans ma tête n'est pas très clair. Mais tout d'un coup, ces lignes de clivage, ces lignes de représentation, ces frontières-là se floutent, se brouillent. Et le premier réflexe, c'est un réflexe de rejet. Parce qu'il va falloir qu'on définisse et qu'on construise de nouvelles catégories politiques qui encapsulent ces entités-là. Je reviendrai sur la question des solutions et qu'est-ce qu'on peut envisager sur comment est-ce qu'on doit comprendre politiquement, collectivement d'ailleurs, ces acteurs-là, qui conçoivent ces outils-là. L'intelligence artificielle, disons comme concept global, et non pas dans les usages par industrie, par use case ou par cas d'usage spécifique, etc., en effet, constitue le début d'une infrastructure socle à partir de laquelle on va développer, où les industries vont se réinventer, on va développer d'autres usages, etc. Ça, c'est vrai. C'est mon hypothèse. Je crois que de ce point de vue-là, c'est vrai. En revanche, il n'a jamais été question que tout d'un coup, on allait développer des outils plus intelligents que l'humain,
intelligence qu'on n'a même pas fini exactement de comprendre pour nous détruire. Ça, c'est les imaginaires de science-fiction des années 60 qui ont alimenté Musk, Altman et la Silicon Valley et qu'ils recyclent dans leurs rêves et fantasmes. Mais ça n'est pour l'instant que ça, du fantasme. En revanche, il est vrai qu'ils ont la capacité de lever des fonds pour faire de la recherche là-dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est les dernières déclarations de... Vous avez suivi un peu tout le psychodrame autour de OpenAI, donc Sam Altman qui se fait virer un peu du jour au lendemain et qui se fait réintégrer en changeant le board, le comité disons, de supervision, de direction de OpenAI. OpenAI, c'est donc l'organisation à but non lucratif, mais qui chapeaute une entité lucrative et qui a donc mis à disposition ChatGPT et ses différentes versions, entre autres. Et c'est très intéressant parce qu'au moment donc, où Altman revient, donc la semaine dernière ou un peu plus, eh bien, il y a soi-disant des fuites dans la presse comme quoi il travaillerait sur un projet secret qui s'appellerait Q, et qui développerait, où il serait à deux doigts de, ça y est, trouver une intelligence qui vraiment aurait des capacités cognitives extraordinaires. Bon, quand on creuse en réalité, c'est encore une fois du récit, de la narration. En fait, sur la base de leur LLM, de leur modèle, ils sont en train, en effet, d'essayer d'affiner la capacité de leurs outils à résoudre des problèmes mathématiques ou des équations mathématiques d'à peu près le niveau d'un enfant de 10 ans, et on n'est pas parfaitement sûr qu'ils y arrivent, mais ils sont en train d'y travailler. Et vous voyez toujours l'écart entre, ça y est, on est au bord, au seuil, à la frontière d'une super intelligence surhumaine, et la réalité du terrain, qui est en fait, c'est des chercheurs dans un labo qui sont en train d'essayer d'affiner les capacités logiques d'un algorithme déjà existant. L'écart est énorme quand même. Et c'est toujours cet écart qu'il faut avoir en tête, toujours ce dont on parle. Mais ce qui se joue derrière, qui est hyper intéressant, c'est vraiment cette question de bataille idéologique. Parce qu'eux, y croient. Et ça compte qu'ils y croient. Parce que le fait qu'ils soient obnubilés par la création de ces IA-là, ces super intelligences, ça s'appelle des super intelligences, en fait, orientent non seulement leur discours, mais aussi leurs investissements. Et ce n'est pas neutre, le fait qu'ils y croient. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas que c'est neutre. Pourquoi ce n'est pas neutre? Pour deux raisons. La bataille idéologique que j'évoquais, elle se joue à trois niveaux. Le premier niveau, ce sont des niveaux, disons, de puissance. Les big tech que j'évoquais tout à l'heure, quand on regarde un peu de près, quand on démystifie un peu, encore une fois, tous les discours apocalyptiques de la fin des États, c'est la fin des États, les géants technologiques vont prendre le pouvoir, ce sont des États parallèles, ou je ne sais quoi. Non, en fait, quand on regarde un peu plus dans le détail, vous avez des intrications entre public et privé, entre les big tech américains et l'État américain, qui sont absolument historiques et qui ne procèdent pas du tout d'un remplacement d'une entité par une autre ou par d'autres. Ce sont plutôt des coopérations avec des moments parfois de concurrence, notamment quand ça va trop loin sur des questions de régulation. Mais à la fin des fins, si je devais schématiser la chose, de mon point de vue, ce sont des extensions de leur État. On a la même logique en Chine, avec la fusion, une forme de complexe techno-militaire, en Chine à minima en tout cas. Et c'est un peu le même modèle aux États-Unis. Moins intégré, moins sophistiqué, c'est un peu plus cacophonique, parce que vous avez énormément d'agences qui sont en rivalité, de la bureaucratie, etc. Mais c'est un peu l'idée. Donc, des gens en technologie qui conçoivent nos outils, qui sont des technologies duales, elles sont à la fois civiles et militaires. ChatGPT peut vous aider à sortir la super recette de fondant au chocolat, comme faire de la désinformation, ou vous donner la recette de la super cyberattaque, ou d'armes bactériologiques, ou des données personnelles. Avec le bon prompt, ce qu'on appelle des prompts un peu contradictoires, vous pouvez arriver à capter des données personnelles
je ne sais pas, récemment, ils ont refait des tests. Par exemple, les coordonnées d'un grand patron, je ne sais pas moi, d'une grande entreprise stratégique, ou le code de telle ou telle boîte. Si vous savez bien formuler la consigne, ChatGPT est une mine d'or pour des opérations de cyberdéstabilisation, de cyberespionnage. Et en même temps, vous pouvez faire plein de trucs ludiques à la maison avec ChatGPT. Dans le même temps, c'est le même outil. Et c'est cette dualité-là qui est intéressante. C'est cette dualité-là qui fait que ces acteurs deviennent aussi des acteurs militaires, ce faisant. Et qu'ils sont d'ailleurs employés de plus en plus comme tels. Donc le premier niveau, j'en étais là. Extension de la puissance, quand on parle de géants technologiques américains, quand on parle de OpenAI ou de Google ou Microsoft, de l'État américain. Lors de ces auditions, Sam Altman l'avait d'ailleurs assez clairement dit. Si je dois ou si on doit nous mettre au service du Pentagone, on le fera. Pas de problème. L'autre promoteur, c'est Eric Schmidt, ex-patron de Google, l'un des faucons de l'appel à une plus grande fusion tech et militaire. Palantir, Peter Thiel, c'est clair et net. Il n'est pas dans l'acronyme. Je parle de Big Tech, je ne parle jamais de GAFAM, GAMAM, etc., parce que c'est extrêmement réducteur. Et par ailleurs, ce sont des entités assez hétérogènes dans leur agenda ou dans leur modèle économique. Mais à la fin des fins, il y a une volonté, quoi qu'on en dise, même si individuellement ils peuvent être libertariens, long-termistes, peu importe, à la fin des fins, il y a quand même un alignement. La position d'Elon Musk récente sur le Proche-Orient, moi je l'attendais avec énormément d'impatience. Parce que avant ça, il y a eu deux autres séquences, l'Ukraine et Taïwan. Sur ces deux séquences-là, Musk a fait des sorties diplomatiques. Il n'est pas diplomate, mais il est un acteur géopolitique, donc c'était assez légitime. Bon, en tout cas, ça ne m'a pas choqué qu'il s'exprime. Sur l'Ukraine, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait un tweet en appelant à un plan de paix entre Russie et Ukraine. Tout le monde lui était tombé dessus. De quel droit, c'est pas son rôle, etc. Bon, quelques semaines plus tard, sur le statut de Taïwan, il faut savoir que la Chine est le deuxième marché le plus important de Tesla. Ceci n'est pas neutre. Sur le statut de Taïwan, zone administrative contrôlée, disons, c'est un peu ce qu'il appelait. Pareil, tollé. Puis la Maison-Blanche n'avait pas tellement surréagi, avait même plutôt invisibilisé la chose en expliquant que, comme n'importe quel citoyen américain, il avait bien le droit de s'exprimer, et puis basta, on passait à autre chose. Et de fait, nous sommes tous passés à autre chose. Et donc, on a pu croire, à tort, à mon avis, que Elon Musk avait des prérogatives régaliennes, diplomatiques, dépassant les États. Le Proche-Orient était un bon stress test pour ça, un test de ça. Il n'a rien dit. Rien. À aucun moment. Quand on va finir par le solliciter pour envoyer des Starlink à Gaza, il accepte par principe en disant mais attention, juste pour les ONG internationalement reconnues. Puis il ne le fera pas. Et puis après, il va se rendre en Israël pour justement rassurer, et il le fallait sans doute d'ailleurs, par rapport à l'explosion de contenus antisémites, de désinformation, de part et d'autre, et parce que surtout, il avait relayé un contenu qui a été jugé problématique. D'une certaine façon, pour s'excuser. Alors, vous voyez qu'il n'est pas du tout en roue libre, et qu'à la fin des fins, quand on en vient à des sujets extrêmement structurels, pour les États-Unis, j'entends, hein, il n'est pas du tout iconoclaste et il n'est pas du tout original, si on regarde dans les faits. Donc, géants technologiques produisant de l'intelligence artificielle au service in fine de leur État. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, ce sont les batailles culturelles.
qui se joue autour de l'IA. Alors, vous l'avez compris, du coup, peut-être, l'IA est d'abord un outil politique, avant d'être même un outil technique. Il encapsule une vision du monde, des valeurs, etc. La façon dont vous allez construire votre socle technologique, les filtres que vous allez apposer, la façon dont vous allez construire les modèles, leur orientation est politique. Et donc là se joue une bataille culturelle, et je dis bien bataille culturelle, entre les woke, prétendument, et les anti-woke, prétendument. Et là, c'est toute la guerre des narratifs, on va dire, entre Elon Musk et Sam Altman. Sam Altman sort ChatGPT, OpenAI. Très vite, Elon Musk va dire que c'est un outil gauchiste, promouvant des valeurs woke. Or, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, au sein de la tech et de l'élite tech de la Silicon Valley, vous avez un mouvement qui commence à essaimer avec une inclinaison de certains patrons vers une forme d'alt-right, finançant des candidats de l'alt-right, finançant même des plateformes de l'alt-tech. Là, je pense à Peter Thiel, David Sachs, personnage discret, mais assez important dans la clique, ex-clique de la PayPal Mafia. On retrouve un peu tous, c'est toujours un peu les mêmes qu'on retrouve. Et Elon Musk, depuis peu. Et cette tendance a pris la forme d'une bataille culturelle anti-woke, qu'ils appellent même d'ailleurs le anti-woke capital. Donc Musk va, si vous voulez, accuser Altman d'avoir mis en service un outil idéologique pour promouvoir une forme de déchéance de la société américaine, si je résume. Et il promet qu'il va donc développer une anti-woke AI qu'il a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Grok. Alors, on pourrait croire que c'est absolument incroyable, c'est IA contre IA, c'est les woke contre les anti-woke, etc. Mais en fait, si on regarde un peu dans le détail, Grok, c'est quoi? C'est une espèce de super outil qui concatène un peu en temps réel tout ce qui est en train de circuler sur X. Information, désinformation, peu importe. On est toujours très très loin des super IA qui vont détruire l'humanité, mais c'est très intéressant de voir comment la question de l'intelligence artificielle s'ancre dans un débat de politique américaine intérieure, de polarisation des opinions, d'outils qui vont promouvoir tel ou tel discours, telle ou telle valeur. Troisième niveau de lecture, et le dernier, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure. Et ça a été extrêmement flagrant dans l'épisode du limogeage ou de la mise à pied de Altman et son retour. C'est la confrontation entre des altruistes effectifs ou efficaces, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui sont assez proches d'un mouvement qui s'appelle les long-termistes. En gros, ces gens-là, en disclaimer, et vraiment en avant-propos, il n'y a pas une école qui est plus sympathique que l'autre, parce qu'on a tendance à croire que les effectifs altruistes sont les très gentils de l'histoire et les autres les affreux méchants. Non, à ce niveau-là, c'est assez équivalent. C'est deux extrêmes. Donc les altruistes effectifs ou disons leur branche, leur cousinade, les long-termistes, c'est de dire il faut absolument qu'on arrive à préserver la pérennité de l'humanité, disons, dans les siècles millénaires à venir, et donc coûte que coûte, quel que soit le prix éthique, moral aujourd'hui. Mais il nous faut préserver toutes les conditions de pérennité de l'humanité. Et puis en face, vous avez, par exemple, un Sam Altman qui aurait pu être mis dans les altruistes effectifs, mais qui finalement s'est révélé être un accélérationniste. L'accélérationnisme, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui pensent, au sein de la Silicon Valley, mais pas que, qu'il faut absolument suraccélérer le capitalisme
Et donc, le techno-capitalisme, toutes ces innovations, les intelligences artificielles, les super-intelligences, les intelligences intermédiaires, donc générales, pour arriver plus vite à une rupture civilisationnelle qu'ils appellent de leur vœu. Par exemple, Altman va travailler, réfléchit beaucoup au post-capitalisme. Vous savez, une société, un monde dans lequel les IA feraient tout, beaucoup mieux que nous, et puis lui, bah, c'est un peu le maître du monde, faut dire, et puis on taxerait les machines, les algorithmes et les robots et toutes ces émanations-là pour redistribuer à nous autres, le tiers-État, ou enfin, la population, les gueux, d'une certaine façon, dans son esprit probablement, un revenu pour survivre. Alors qu'est-ce qu'on ferait? Nous, bah, on ne va pas servir à grand-chose. Et puis c'est très cool la société des loisirs, pendant que nous autres, on va à la conquête du reste de ce qu'il leur reste à faire, l'univers et je ne sais quoi. Bon. Donc on pourrait croire que lui c'est le méchant et puis les autres c'est les gentils. Mais en fait non, vous avez cette tension entre dystopie totale et utopie irréaliste, mais à la fin des fins, tous convergent à travailler vers le développement d'une IA générale. Alors, avec tous les discours que vous avez dû beaucoup entendre sur attention, vraiment, le risque X, le risque d'énergissement, il faut vraiment qu'on fasse un moratoire, qu'on arrête la recherche pendant 6 mois, ouh là là, la fin du monde. La vérité, c'est que ces mêmes gens-là travaillent aux mêmes IA en mettant à peu près les mêmes sommes d'argent. D'accord? Le premier en chef, c'est Musk, mais le deuxième en chef, c'était le data science d'OpenAI quand même, qui avait fomenté ou ourdi le coup d'État contre Altman, qui est peut-être altruiste effectif ou long-termiste ou je ne sais quoi, mais qui n'a jamais arrêté ses propres recherches sur le sujet. Donc il y a comme une contradiction interne quand même chez ces gens-là. Et puis Altman qui, en fait, au fur et à mesure où il avance, assume de plus en plus que rien ne l'arrêtera et que rien ne doit l'arrêter parce qu'il y a en fait un hubris extraordinaire chez ces gens-là. Une quête de pouvoir extraordinaire. Mais ce faisant, ils ne font pas que chercher un pouvoir ou une puissance, plus exactement. Ce faisant, si on revient à ce que sont les big tech, ils privatisent l'idéologie, à la limite, pourquoi pas, je pense qu'ils veulent, mais surtout, ils privatisent les savoirs. Et là, on commence à avoir un énorme problème collectif. Parce que si c'était simplement comme autrefois trois hurluberlus dans la Silicon Valley, dans leur petit labo avec zéro impact, mais quand ça devient des outils qui sont voués à devenir des infrastructures socles, qui distillent de la connaissance, pas forcément fiable, pas forcément vérifiable, orientée idéologiquement, quand eux-mêmes ont une vision très claire du futur et que d'une certaine façon, en privatisant les savoirs, c'est-à-dire que c'est eux qui déterminent ce qui est visibilisé, ce qui est invisibilisé, parce que dès l'instant où on vous donne quelque chose à voir, c'est qu'on ne vous a pas montré autre chose. C'est qu'il y a eu déjà des choix, des arbitrages, des filtres qui ont été opérés. Sur la base de quoi? De quels critères? Discuter avec qui? Comment? C'est ce que Luhmann appelle l'observation de second, voire maintenant en fait avec l'IA, de troisième ordre. Et tous les discours, et c'est là où la question devient fondamentalement démocratique pour nous, et qu'on est très démunis face à ça, c'est que d'une part, il y a cette privatisation des savoirs, sachant que par ailleurs, les données d'entraînement sont beaucoup aspirées jusqu'à un nouvel ordre du web, qui est 60% de corpus anglo-saxon. Donc, en France, par exemple, il y a aussi ce débat-là, de dire, mais en fait, ce qui nous est donné à voir via ces outils-là ne provient ni de notre culture, ni de nos systèmes de valeurs, ni de notre appréhension du monde. Donc, il y a une forme de nivellement, d'homogénéisation, de plus en plus accentuée. C'est l'une des questions sous-jacentes de la question de la souveraineté, qui n'est pas simplement d'avoir une IA européenne contre une IA américaine. Ça serait un peu idiot de dire la chose comme ça. C'est la question du nivellement culturel. Ou, en fait, plus exactement, l'Europe ou la France, l'Europe est-elle soluble dans les géants technologiques américains?
C'est une vraie bonne question. On a toujours pas la réponse. Donc la question démocratique, elle se pose comme ça. Ce qui a constitué un consentement au sein des démocraties, si on revient chez tous les grands penseurs du contrat, c'est une forme de contrat social avec des variations et des raisons sans doute différentes, mais à la fin des fins, c'était faire société, faire une société politique. Et donc on accepte, on consent à transférer vers une autorité supérieure, donc l'État, un certain nombre de compétences pour assurer ce vivre ensemble, faire société, avoir un projet. La source de légitimité de l'État vient de là. Après, on a trouvé des formes, le vote. Mais qu'est-ce qui prévaut à la légitimité de géants technologiques? Qui les élit? Qui les gouverne, d'une certaine façon, à la fin? Ou comment est-ce qu'on voudrait les gouverner, nous autres? Les réponses qu'on oppose, sont systématiquement réglementaires et, je le crois, par nature déficientes. Je vais commencer par vous dire qu'on lit le monde du XXIe siècle, le nouveau siècle politique, comme dirait Alain Touraine, avec les lunettes du XXe. Et donc les réponses politiques, donc juridiques, sont celles du XXe. À la question de la liberté d'expression et des réseaux sociaux, la réponse, c'est la modération. On modère. Mais vous voyez bien que là, on a un problème, puisque si vous modérez, c'est que c'est déjà trop tard. Et puis, en démocratie, une des premières libertés, c'est bien celle de penser et de s'exprimer. Alors, ça commence où, ça s'arrête où, qui modère quoi, sur la base de quels critères? Sur le IA Act, on tâtonne en Europe. Alors, il y a bien le rappel de la protection des valeurs fondamentales ou des libertés fondamentales, plus exactement, avec une espèce de mise à l'écart d'intelligence artificielle extrêmement invasive et dangereuse, comme la reconnaissance faciale, les logiciels de police prédictive, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, concrètement, et donc on se retrouve devant un dilemme qu'on a exprimé comme ça, et qui a fait dissensus récemment, entre la France, l'Italie et l'Allemagne, qui se sont un peu éloignés du reste du groupe, en disant qu'il ne fallait surtout pas brider l'innovation par des textes beaucoup trop coercitifs. Donc c'est toujours le débat régulation, réglementation, innovation. Mais on ne peut pas systématiquement n'avoir comme réponse face à ces phénomènes-là, qui sont par leur ampleur assez inédits. Si la chose qu'ils manipulent n'est pas inédite, la connaissance, la guerre, l'information, ça c'est vrai de tout temps. On a fait de la propagande et de la désinformation dès l'instant où il y a eu des opinions publiques à manipuler. Bon, pas nouveau. La fabrique de l'information, idem, pas nouveau. Les discriminations préexistantes, pas nouveau. La guerre, pas nouveau. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez nouveau. C'est l'amplitude. Et c'est un géographe français qui s'appelle Olivier Dollfus qui disait « Quand un phénomène change à ce point d'échelle, il change de nature. » Et d'une certaine façon, oui, on change de nature du problème, par la nature même hybride, inclassifiable, que sont les géants technologiques, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et donc les réponses qu'on nous pose aujourd'hui, celles qu'on nous pose aujourd'hui, en Europe du moins, au Canada je sais moins, ne marchent pas. On essaye absolument et de force de faire entrer des ronds dans des carrés, vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer à partir de là? Ah, j'ai oublié de vous dire, pardon, sur l'IA, avant d'arriver aux solutions. Je commençais par dire, donc les big tech, je disais tout à l'heure, les big tech, acteurs militaires.
Donc, on a, j'espère, un peu déconstruit l'hystérie et les récits autour de l'IA. Vous voyez un peu les rapports ou les jeux de pouvoir qui se jouent derrière, entre technologues, mais aussi les espèces de continuum entre États et géants technologiques. Mais ce qui est vrai en revanche, c'est que l'IA est déjà un outil de la guerre. C'est déjà le cas. Ce n'est pas une perspective. La guerre d'Ukraine a été un champ d'expérimentation à échelle de ces outils-là. Alors, de quoi on parle quand on parle d'IA et la guerre? Pareil, pas de choses apocalyptiques. C'est en fait un phénomène extrêmement logique. Dès l'instant où vous captez de la donnée, c'est-à-dire que vous mettez en donnée le monde, la dataification d'à peu près tout, dès l'instant où vous avez une masse énorme de données, que donc humainement vous ne pouvez plus gérer, vous avez donc besoin de systèmes qui automatisent le traitement. Aujourd'hui, l'IA, dans le champ de la guerre, c'est énormément de traitement de data. Et vous avez de l'IA générative. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Récupérer beaucoup de data qui sont captées où? Les Starlink, les drones, les caméras embarquées, toutes les données que vous pouvez capter pour arriver à avoir plus de, c'est la promesse, précision dans la prise de décision et de rapidité. Le premier qui dégaine, c'est le premier qui gagne. C'est la promesse des hyperguerres, en tout cas, des guerres, disons, dites intelligentes ou augmentées, ou peut-être pas des hyperguerres, on n'y est pas encore, mais précision et autonomie et rapidité. C'est 3 promesses. Bon. L'usage, par exemple, d'une IA générative dans le champ de la guerre est très simple. Vous allez capter beaucoup de data, vous allez faire vos prompts, parce que vous allez éduquer votre algorithme ou votre système à toute la masse de guerres, d'informations, de décisions, de war games, etc. vous avez fait. Et en fait, à la fin, elle va vous sortir les bons scénarios, les scénarios possibles. Mais une fois que vous avez sorti tous vos scénarios possibles, à partir d'une situation donnée, on est bien d'accord que la décision finale doit bien revenir quand même à votre chaîne de commandement ou à votre commandement. Ça serait extrêmement grave que tout d'un coup, sur des sujets aussi sensibles, ce soit l'IA qui décide. Et aujourd'hui, Palantir, par exemple, en Ukraine, a non seulement mis au service des armées ukrainiennes des satellites commerciaux pour capter des données, des mouvements, des zones, donc de l'aide à la décision, mais aussi des IA qui sont capables de créer ces scénarios, de dessiner ces scénarios à destination de l'état-major ou des états-majors. Ça, c'est une réalité. Et vous noterez que ça n'a pourtant pas empêché la guerre d'Ukraine de ressembler à une guerre la plus conventionnelle qui soit. Longue, de tranchées. Donc, les promesses initiales, autonomie, rapidité, il y a comme une espèce de double espace-temps, un espace-temps dédoublé, une guerre super archaïque et en même temps super technologisée. Avec quand même en creux que cette super technologisation n'a pas du tout été différenciante sur le terrain des opérations. La guerre dure, elle patine. Proche-Orient, qui est le dernier exemple en date, territoire ultra quadrillé de techno, de caméras, de captation de données, d'algo. Ça n'a pas empêché les attaques du 7 octobre. Qu'est-ce qui a manqué dans ce cas-là? Le sens politique. Si vous n'avez pas d'humain sur la boucle, ou si vous n'avez pas le bon humain sur la boucle, c'est-à-dire la bonne prise de décision in fine, vous pouvez avoir toutes les technologies du monde.
les plus sophistiquées du monde, si à partir d'elles, vous ne savez pas prendre la bonne décision, ça ne sert à rien. Ou peu. Voilà 2 guerres, 2 conclusions à peu près identiques, qui démystifient toujours cette histoire de l'IA, les guerres super intelligentes avec des robots déterminés, Skynet. On n'est pas du tout au modèle Skynet. En revanche, c'est bien ce qui cristallise la rivalité sino-américaine. Les IA militaires, et en particulier la question des armes, notamment des armes autonomes, sur lesquelles aucun sommet éthique n'arrive réellement à autre chose que de l'incantation et des vœux pieux sur Yaka Pokon, etc. La vérité, c'est que tout le monde y travaille. Les armes autonomes, c'est quand tout d'un coup, vous n'avez plus d'humain sur la boucle. Vous avez envoyé votre drone, votre robot tueur, vous ne savez plus ce qui devient dans la nature. Vous vous rendez compte la possible arme de destruction massive que ça peut être en cas d'erreur. Mettez que votre drone, mettons, confonde un bus d'écolier avec un char ou un tank, avec une incapacité de rétropédalage ou de reprendre le contrôle. Donc, on est sur des problématiques extrêmement concrètes, très opérationnelles, très réelles, et que pour l'instant, à part, il y a un an de ça, un sommet éthique, je crois, aux Pays-Bas, il n'y a pas grand-chose, auquel la Russie n'était pas conviée. Il y avait la Chine et les États-Unis en revanche, et puis avec toujours ce leadership de la norme. La question technologique, c'est aussi qui va préempter la norme. On le voit aujourd'hui de plus en plus aussi sur le quantique et le post-quantique. Et donc l'IA cristallise en effet la question de la rivalité de puissance, la compétition stratégique entre États-Unis et Chine. Et pourquoi ça? Parce que la Chine, dans un de ses plans quinquennaux, celui de 2017, avait bien déclaré qu'elle avait l'ambition claire de devenir une armée de rang mondial pour les 100 ans du régime. Et qu'elle travaille, elle aussi, à ses IA militaires, et qu'elle parle, elle, de points de singularité militaire. Militaire. C'est-à-dire ce point où vous aurez des technos qui, en effet, auront un tel niveau d'autonomie en fait, que vous n'aurez plus tellement besoin d'humains. Ce qui se joue, c'est une guerre de la vitesse. Si on va sur un champ un peu plus philosophique ou conceptuel. C'est une guerre de l'homme contre la vitesse, ou pour la vitesse. En gros, celui qui dégaine le premier a gagné. Et c'est bien l'IA qui le permettrait, ou les capacités de calcul de ces systèmes-là. C'est ça qui se joue. Et ce qui donne donc toutes les questions des semi-conducteurs, des restrictions des États-Unis vers la Chine sur des matériaux, des actifs ou des composants stratégiques pour bloquer le développement de la Chine sur les semi-conducteurs. Blocage extrêmement relatif, puisque Huawei, aujourd'hui, a des puces qui sont relativement très performantes et qu'en réalité, les restrictions, pour l'instant, ont été un peu... la question des restrictions est très intéressante sur les semi-conducteurs parce que ce sont toujours des mesures qui marchent à très court terme, moins à long terme. Parce qu'en fait, vous obligez votre adversaire ou votre ennemi à développer ses capacités d'autosuffisance, tout simplement, à la fin des fins. Et puis, ce que les États-Unis n'avaient peut-être pas tout à fait capté tout de suite, c'est que le graphite, le gallium et le germanium, matériaux nécessaires aux semi-conducteurs, en fait, provenaient essentiellement, soit directement, soit par raffinage, de la Chine. Et ce qu'elle n'a pas oublié de faire savoir cet été, en faisant bien comprendre à tout le monde qu'elle pouvait, elle aussi, mettre en place des restrictions d'exportation de ces matériaux-là. Donc, on peut courir comme ça un peu longtemps. Mais ce qui se joue autour de cette question d'IA, ce sont des questions idéologiques, on l'a vu, ce sont des questions de puissance, très concrètes, très réelles, avec du capitalisme politique tout d'un coup. C'est-à-dire que les États-Unis procèdent de la même logique qu'en Chine d'ailleurs,
une espèce de néo-mercantilisme. Hein. Qu'est-ce que c'est que le néo-mercantilisme? C'est un interventionnisme sur vos marchés très très fort, avec un désir d'hégémonie et de projection de puissance. C'est du soft et du hard power. Et à la fin des fins, des entités hybrides et inclassables, mais qui restent, malgré tout, des extensions de puissance américaines ou chinoises. Les BATX, côté Chine. Et puis l'Europe au milieu. La troisième voie européenne. Alors nous, on patine. Vraiment, dans la smoule et on n'en sort pas. La première chose, c'est que l'Europe a pris un retard incommensurable sur les 30-40 dernières années. Ce qui fait qu'elle n'a pas pu, vu, compris, su, voulu, peu importe, faire émerger un écosystème. Et donc, au fur et à mesure, elle a développé des dépendances technologiques. Je dis bien des dépendances et non pas des interdépendances technologiques vers les États-Unis, ou envers les États-Unis. Nos usages aujourd'hui sont essentiellement verrouillés par des acteurs américains, ceux que j'évoquais. Et on a beau leur mettre de l'antitrust, des procès, des amendes, des lois, des paquets législatifs, la vérité, c'est que ça ne bouge pas la stabilité de leur position dominante. Donc, on s'est dit, OK, on va trouver une voie, ça va être la voie de l'éthique. La troisième voie européenne, c'est la voie éthique. Et là, ça a été le festival. Des chartes, des guidelines, des consignes, des livres blancs, des rapports, les comités théodules, les trucs bidules, de l'éthique à tous les étages, à tout bout de champ, tout le temps, on ne parlait plus que de ça. Actuellement, ça n'a pas tellement marché parce que il faut toujours connaître son intention. L'éthique, pourquoi faire? Si on ne sait pas ce qu'on a envie de devenir, si on ne sait pas qui on est ou qui on voudra être dans les 30, 40 prochaines années, vous pouvez mettre tous les comités que vous voulez, tous les vœux pieux, les incantations que vous voulez, et tous les préliminaires à tous les textes que vous voulez. Si vous ne savez pas pourquoi à la fin vous le faites, c'est un peu compliqué. Et je crois profondément que c'est un peu le problème de l'Europe. C'est qu'elle ne sait plus quel est son projet. Initialement, sa construction, c'était un marché. Un marché pour assurer la paix. C'est son histoire. Le problème, c'est que de la mondialisation dite heureuse, la fin de l'histoire, Fukuyama, on est arrivé à un autre monde qui n'était pas du tout celui qui était attendu, anticipé, qui était un monde multipolaire, chaotique, désordonné, avec des alliances hyper liquides, et surtout, parce que les parallèles avec la guerre froide tiennent absolument pas la route, c'est pas deux blocs l'un contre l'autre, pas du tout. C'est une liquidité des alliances, des intérêts, des puissances régionales qui aujourd'hui affirment leur volonté de puissance, de compter. La Turquie, l'Inde, et surtout, parce qu'il y a eu la mondialisation, des interdépendances. C'est une économie interdépendante mondiale. Et donc, quand les États-Unis vont vous parler de dérisquage ou de découplage, ils ont commencé par le découplage, bah, c'est un peu risqué. Parce qu'en fait, quand votre balance commerciale est à ce point dépendante de la Chine, votre adversaire, bah, vous découplez quoi, comment et par quoi vous commencez? Et inversement d'ailleurs. Et c'est le piège dans lequel est exactement l'Europe. Et c'est pour ça que très vite, elle n'a pas, elle, suivi la ligne américaine, ce qui a coûté à Macron d'ailleurs de se faire bien remonter les bretelles. On a préféré parler de dérisquage. On ne découple pas, qui paraissait trop radical, qui n'avait pas tellement emporté les foules,
mais plutôt de dérisquer, c'est-à-dire de prendre vraiment les industries ultra stratégiques et d'essayer de les relocaliser. Et donc, depuis quelque temps, on a tout un tas de communication politique autour de la réindustrialisation, de la relocalisation sur son territoire ou dans son étranger proche, etc. C'est aussi la logique de l'IRA, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui a été très mal perçue d'ailleurs par les Européens comme étant une mesure ultra protectionniste qui allait donc faire énormément de mal à l'Europe. En fait, c'est la militarisation des interdépendances qu'on voit. Et là-dedans, la question technologique est centrale. Centrale. Les big tech, aujourd'hui, jouent un rôle de goulot d'étranglement, du choke point. Ils sont goulot d'étranglement. La question des infrastructures derrière, en dessous plus exactement, leur militarisation, leur conflictualisation, l'arsenalisation des infras, est cœur dans les jeux de puissance qui sont en train de se jouer. Contrôler Internet, censurer Internet, opérer des opérations de manipulation ou d'ingérence. Et donc, pour reboucler ma boucle, vous voyez bien ce continuum apparaître bizarrement, mais quand même, entre géants technologiques et États référents. La question des câbles sous-marins est très intéressante aussi si vous y jetez un œil. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des big tech, alors c'est Meta et Google, qui soit font partie du consortium, soit pour Google, tirent leurs fils, leurs câbles en propre. Les câbles sous-marins, c'est ce qui permet à 80% de l'économie mondiale de tenir, je crois. C'était l'une des frayeurs, il y a 1 an et demi de ça, quand on a cru que Poutine pourrait couper un câble. On aurait une partie de l'économie occidentale qui collapsait. Bah, en tout cas, il aurait pu paralyser pendant quelques temps toutes les transactions. Donc, Internet, le cyberespace, la technologie, l'intelligence artificielle, c'est très sympa. C'est aussi des armes de guerre, privatisées, parfois et souvent et de plus en plus dans un continuum avec les deux puissances, chacun dans son couloir. Une Europe qui est un peu perdue là-dedans et qui oppose comme réponse le règlement, la loi, le droit, de l'innovation juridique, mais pas d'innovation technologique. Donc en fait, elle ne fait qu'entériner sa dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis. États-Unis, pays tout sauf stable. On est d'accord avec ça. Et des géants technologiques qui partent dans des délires et qui pourraient être sympathiques ou ludiques s'ils n'avaient pas les moyens de lever énormément de fonds. Et non pas de créer des super intelligences, non, de créer des vrais outils qu'on a déjà et qui forment, formatent, modélisent nos esprits. Transmettent ou ne transmettent pas telle ou telle connaissance, tel ou tel savoir. Et ce qui se prépare, mais qui est en fait déjà en train de devenir une réalité, et je terminerai peut-être là-dessus, je ne sais pas si mon timing est le bon, c'est ce qu'on va appeler les guerres cognitives. Alors, il y a un très bon rapport de l'OTAN qui est sorti en 2021 sur le sujet. En France, on commence à peine à essayer d'établir la doctrine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire établir, se demander déjà de quoi on parle quand on parle de guerre cognitive. De quoi parle-t-on? On a beaucoup parlé des guerres informationnelles, donc la guerre de l'information sur les réseaux sociaux, des informations, bon, ingérence. Et là, c'est l'étape, non pas d'après, mais c'est l'étape d'avant. C'est comment est-ce qu'on va, au fur et à mesure, sur le temps long, de façon subreptice, changer votre perception individuelle de telle ou telle information, de tel ou tel combat, de tel ou tel sujet. Il y a plein de techniques. Par exemple, sur TikTok, mais sur d'autres d'ailleurs, le scroll sans fin, et puis à un moment donné, de façon subliminale, vous allez avoir un contenu qui va vous donner un message.
Vous n'allez pas voir, vous n'allez pas prêter attention, ça va se répéter. C'est vrai sur les autres d'ailleurs. Et les implants. Parce que le même Musk qui travaille sur Grok, qui a X, qui a SpaceX, donc il est en train de devenir le point d'accès vers l'espace quand même, y compris de l'Europe. On vient de lui donner le marché pour lancer Galileo. Le même Musk a eu l'autorisation il y a quelques mois par la FDA de commencer des expérimentations sur les cerveaux humains, tous ces implants Neuralink. Meta travaille sur ces questions-là, au-delà simplement du métavers. A acquis des startups qui travaillent sur ces questions. Google, dès 2014, avait foiré un projet qui s'appelait Google Glass, mais qui procédait un peu de cette logique. Par des interfaces, des devices, des implants, des lunettes, peu importe, on modifie doucement, progressivement, votre perception du réel. Quand c'est ludique et c'est sympa, c'est très cool. Mais quand c'est à des fins militaires, quand c'est à des fins de déstabilisation, de manipulation, qu'est-ce qui garantit votre intégrité cognitive? Et là, aux États-Unis, vous avez des chercheurs qui commencent à réfléchir à ça et qui parlent même de nouveaux droits, de l'invention de nouveaux droits. Par exemple, la liberté cognitive, dont il faudrait trouver la transposition juridique peut-être. Mais ça participe de ces nouvelles réflexions. L'une des chercheuses, c'est Nita Farahany, je crois, qui a sorti un bouquin là-dessus. C'est stimulant comme réflexion. Sur la question des big tech, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle? Au-delà de Musk, il est horrible, il est méchant, il est débile, il est Asperger, qui sont des débats stériles. La vérité, c'est qu'aux États-Unis, vous commencez aussi à avoir un autre débat qui émerge sur leur statut juridique. Minuscule débat, mais intéressant en signal faible. Parce que on peut, nous, continuer ce débat-là collectivement, puisque la question technologique est politique. Et donc, aux États-Unis, vous avez ce début de réflexion, non pas sur le démantèlement, mais sur le changement de statut juridique des big tech, puisqu'elles sont tout ça à la fois. Des entités géopolitiques, économiques, politiques, idéologiques, militaires. Et donc, ce serait peut-être leur donner le statut de common carriers, de transporteurs publics, comme autrefois les chemins de fer ou l'électricité, puisqu'elles ont vocation à devenir des infrasocles. D'où vient leur légitimité? Il faut donc l'inventer ou la réinventer. Et puis, je terminerai sur la réflexion d'une juriste française qui est décédée il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Mireille Delmas-Marty, et qui pressentait tous ces changements-là, qui en a même été d'ailleurs la contemporaine, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et qui, elle, parlait d'autre chose. Un peu aussi dans la veine de Antoinette Rouvroy, et qui, en fait, regrettait l'enfermement de nous autres, les individus, dans tous ces algorithmes prédictifs. Et en fait, créer de la valeur à partir de nous, de notre intime, de nos expériences. Shoshana Zuboff. Bon. Et qui nous transformait, comme ce que Deleuze disait, de individuel en individuel, c'est-à-dire des êtres qui sont absolument réductibles au simplisme des algorithmes, donc prévisibles. On nous fabrique. Et elle appelait à un dernier droit à inventer, le droit à l'indétermination, non pas l'autodétermination, mais l'indétermination. Un droit par la négative. Parce que contrairement à toutes les croyances de self-développement, de développement personnel, dire non, c'est bien aussi. Formuler des phrases par « je ne veux pas », c'est très bien aussi. Et l'indétermination, c'est le droit à l'imprévisible,
au choix, au non-enfermement, à la non-manipulation, etc., etc. Et donc, c'est peut-être ces voix-là qui sont très faibles encore, mais qui ont eu la possibilité quand même de penser ces changements de paradigme-là, qu'il faut creuser, ou en tout cas, c'est le sillon que moi je creuse. Dire non. Et puis, je terminerai peut-être par vous conseiller un livre, parce que je l'ai terminé hier dans l'avion, qui est extrêmement simple à lire et qui est très intéressant parce qu'il manie beaucoup de ces concepts-là, mais d'un point de vue un peu plus, disons, du point de vue de la philosophie politique. C'est Désobéir de Frédéric Gros, qui est professeur de philosophie à Sciences Po. Très court, très clair, très simple, qui est en fait une espèce d'émanation de tous ces cours de Sciences Po, donc vraiment à destination des élèves de post-bac, et qui explique que la désobéissance est peut-être l'acte politique ultime, et que finalement, ce qui fait commun chez nous autres, c'est le panurgisme. Ce qui nous rassure, c'est le conformisme. C'est d'accepter tous ces enfermements, accepter de ne pas déconstruire les récits, accepter d'être l'objet de politiques de puissance, d'accepter de ne plus avoir votre mot à dire. Or, pourtant, ce sont bien les années à venir qui sont en train de se dessiner sous nos yeux. Désobéir, c'est pas forcément prendre les armes, aller dans la rue et hurler. Désobéir, ça commence par se dire, où est ma source de consentement dans ce modèle démocratique? J'ai consenti à quoi? Est-ce que j'ai consenti à accepter tout et n'importe quoi? Ou est-ce que j'ai juste consenti à faire société avec les autres? Parce que si on ne consent, et c'était ça la base de notre consentement démocratique initial, faire société ensemble. Mais encore faut-il qu'on définisse la société. Comment la gouverner? Qui la gouverne? Et c'est cette déconstruction-là qu'il faut arriver à articuler pour avoir une démocratie non pas de surface, non pas autoritaire, non pas illibérale comme on dirait, mais une démocratie critique. C'est-à-dire où tout d'un coup, on redevient proactif et acteur du futur. Parce que sinon, en effet, il sera privatisé par les concepteurs d'IA, de câbles, de postes quantiques, d'implants neuronaux et que sais-je encore.